Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo que je tourne dans le cadre de la rentrée littéraire 2023. Par contre, ce n'est pas la dernière fois que je te parlerai des romans qui sont sortis ces dernières semaines, mais je te reparle de ça à la fin de la vidéo. J'ai déjà publié 2 vidéos en septembre où je te présentais des livres qui m'intéressaient. Il y en a une qui met en lumière des livres écrits par des auteurs noirs et une autre qui est plus généraliste. Du coup, si tu n'as pas encore regardé ces vidéos, je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, je vais parler de 3 romans que j'ai reçus en service presse. On a Les femmes de Bidi Bidi de Charline Effa. On a Les chroniques du pays des gens les plus heureux de Wole Soyinka. Et le dernier livre dont je vais te parler, c'est Autant des damnés et des bénis de Ayobami Adebayo. Du coup, je profite de ce petit moment pour également remercier les éditions Seuil, Charleston et Emmanuel Colas pour leur envoi et aussi pour rappeler que ces envois n'influencent absolument pas mes avis et il y en a justement un qui n'a pas ravi mon cœur. Ceci étant dit, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis prends ton thé, ton café, un truc à grignoter et on y va. Jusqu'à présent, les romans des éditions Emmanuel Colas ne m'ont pas déçue. Et bonne nouvelle, Les femmes de Bidi Bidi de Charline Effa n'est pas une exception. J'avais pas forcément d'attente pour ce roman et malgré ça, il a réussi à agréablement me surprendre. J'ai suivi des femmes dont le parcours m'a fait passer de la tristesse à l'énervement et puis à l'espoir parce que bon, faut quand même que ça se termine sur une note qui te fait pas pleurer à te demander ce que tu fous sur Terre. Et malgré leur parcours super difficile, à aucun moment, j'ai eu l'impression qu'on décrivait ces femmes comme des femmes passives. Je me rends compte que je suis déjà en train de m'emballer alors que j'ai pas encore dit de quoi parlent les femmes de Bidi Bidi. Donc quand même, avant de commencer, petit trigger warning, parce que le thème principal de ce livre, c'est les violences faites aux femmes. Il n'y a pas forcément de scènes très graphiques, ou en tout cas, je pense pas avoir lu de scènes graphiques. Par contre, le parcours de ces femmes, il est assez poignant, donc je pense que ça vaut la peine de mettre un trigger warning si c'est un sujet auquel tu es sensible. On revient à l'histoire. Donc, l'histoire commence quand Minga découvre des lettres que lui cachait son père. Et dans ces lettres, Minga apprend que sa mère travaillait dans un camp de réfugiés au Soudan du Sud et qu'elle a disparu dans des conditions mystérieuses. Peut-être que là, tu te dis, mais pourquoi Minga apprend la disparition de sa mère via des lettres? La réponse, elle est assez simple. Son père était un homme violent et pour survivre, la mère de Minga a fui le domicile familial. Donc ça fait une dizaine d'années que Minga n'a plus de nouvelles de sa mère et il y a une très belle phrase dans le livre où elle explique ce qu'elle ressent face à cette situation. Bien évidemment, je n'ai ni annoté cette phrase, ni surligné cette phrase, donc je la retrouverai jamais. Mais dans les grandes lignes, Minga dit que, en tant que fille, elle en veut à sa mère de l'avoir abandonnée, mais en tant que femme, elle lui en veut pas d'avoir fui un mari violent. Donc ça peut paraître assez surprenant, mais même si le personnage principal qu'on nous présente, c'est Minga, on va surtout suivre le parcours de sa mère Joséphine, donc qui a fui pour sa vie et qui tente de retrouver, on va dire, un sentiment de liberté, ce sentiment qu'elle a perdu lorsqu'elle était avec son mari. Et on va également rencontrer 3 autres femmes. On va rencontrer Rose, Jeanne et Véronica. Ce sont 3 femmes qui habitaient dans le camp de réfugiés où travaillait la mère de Minga. Et là, pour le coup, alors autant la mère de Minga, sa vie était compliquée, mais alors la vie de ces 3 femmes, clairement, on leur a pas fait de cadeau, quoi. Leur histoire, elle est, je trouve, assez dure à lire et je pense notamment à une histoire qui m'a vraiment fendu le cœur, mais je peux pas en parler parce que si j'en parle, ce sera un spoiler et je pense que ça vaut le coup de découvrir l'histoire par toi-même. Mais ce que j'apprécie dans ces histoires, c'est qu'elles ne se ressemblent pas. Dans la presse, je trouve qu'on a tendance à déshumaniser les personnes réfugiées ou sinon à penser qu'il y a une expérience qui serait commune à tous les réfugiés, alors que ce n'est pas le cas. Et dans les femmes de Bidi Bidi, selon moi, on arrive bien à présenter des femmes qui viennent de pays différents, de milieux différents, et surtout qui ont affronté des épreuves, je répète, mais différentes durant leur exil. Donc finalement, l'enquête de Minga, c'est un prétexte pour découvrir l'histoire de ces femmes qui ont tout quitté à cause de la guerre et de la violence des hommes.
Il y a quand même un tout petit rikiki point qui m'a un petit peu dérangée. On passe rapidement d'un point de vue à l'autre et j'ai trouvé que c'était pas toujours facile de savoir dans le passé de quelles femmes on se plongeait, d'autant plus que leurs histoires sont très liées. Donc des fois j'avais l'impression de l'histoire de quelqu'un d'être dans le point de vue de quelqu'un et en fait c'était un autre personnage. Le deuxième point négatif, c'est que je suis pas sûre, c'est trop triste, mais je suis pas sûre d'avoir compris le mystère de la disparition de la mère de Minga. Alors, je sais que juste avant, je viens de dire que l'enquête, c'était un sorte de prétexte pour découvrir le parcours d'autres femmes, mais voilà, j'aurais quand même bien aimé comprendre ce qui arrive à la mère de Minga sans avoir à relire 3 fois le chapitre. Pour terminer sur une bonne note, parce que j'ai vraiment apprécié Les femmes de Bidi Bidi, je te dirais que c'est une lecture qui est dure. Parce que peu importe le pays et les situations, les hommes violents, ils finissent toujours par trouver une raison pour agresser les femmes qui les entourent. Et ce livre, il parle frontalement de ces agressions. Donc il y a des passages, je répète, qui sont durs. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais de trigger warning. Mais c'est aussi un roman qui partage un message d'espoir, parce qu'il nous dit qu'en ouvrant l'œil, on trouvera toujours quelqu'un qui sera prêt à nous tendre la main. Après ça, on a les chroniques du pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka. C'est une intrigue qui se déroule dans un Nigeria imaginaire qui est noyé sous la corruption. Pour te donner quelques exemples, on commence le roman avec un gourou qui plume ses clients. Là, c'est un petit peu la base, mais qui fait aussi je ne sais trop quoi avec leur corps. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus inquiétant. On a un gouvernement qui attribue des prix pour tout et pour n'importe quoi, et on a des hommes politiques qui profitent de ces prix pour organiser des grandes fêtes partout avec de l'argent qui ne leur appartient pas. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Donc voilà, en quelques chapitres, personnellement, je me suis dit, mais comment est-ce que ce pays fait pour toujours tenir debout? Genre, comment il fait? Et en plus de ça, on nous présente des gouverneurs dont tous les membres de la famille sont ministres ou conseillers, alors que personne n'est compétent. Genre, littéralement, personne. Dans les chroniques des gens les plus heureux du monde, il y a 4 grands personnages selon moi. Le premier personnage, c'est le Nigeria imaginaire, dont la vie est rythmée par la corruption et par les conséquences de la corruption. Ensuite, on a Papa Davina qui a eu 1000 vies et qui a eu 1000 métiers avant de se découvrir leader spirituel ou charlatan, si on est honnête. Les 2 derniers personnages principaux, ce sont 2 amis d'enfance. On a l'ingénieur du Yolé et le médecin Kigaré. On nous les présente comme 2 personnes qui n'ont rien à se reprocher. Ce sont des hommes qui sont intelligents, ils ont une carrière brillante, ils vivent un mariage heureux. Ils sont, on va dire, parfaits, quoi. Et avec du recul, je dois dire que c'est un point qui m'a un petit peu dérangée. Parce que je comprends qu'il y ait des personnes avec de l'influence qui ne soient pas corrompues, mais je trouve qu'ils étaient un petit peu trop révoltés et surpris par toute cette corruption. Parce que, je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai fait, mais du coup, je le dis, mais ils échangent et ils travaillent avec les personnes qui sont corrompues. Donc c'est un petit peu gros, je trouve, à avaler. Et justement, il y a un événement qui va permettre au docteur de se rendre compte de l'ampleur de l'état du pays. C'est qu'un jour, on va lui proposer de faire partie d'un trafic d'organes. Et pour lui, c'est vraiment genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que déjà, de un, il s'est rendu compte de rien. Il a fallu que quelqu'un lui dise pour qu'il sache qu'il y avait un trafic d'organes dans son hôpital. Et la deuxième chose, en vrai, c'est surtout une question d'ego. Il est énervé de ne pas avoir découvert par lui-même et il est un peu ébahi par le culot des gens qui pensent qu'ils seraient d'accord avec ce trafic. Donc son ami du Yolé et lui, ils vont tenter de débusquer les personnes qui sont à la tête de ce trafic. Sauf que les personnes qui sont à la tête de ce trafic et les personnes qui sont clients de ce trafic, ce sont des personnes puissantes, ce sont des personnes qui ont de l'influence, ce sont des personnes qui sont finalement à la tête du gouvernement. Donc, ce sont des personnes qu'ils connaissent. Ce roman, il avait vraiment tout pour me plaire. Il y a des personnes qui sont hautes en couleur, il y a de l'humour, il y a une enquête, du coup, il y a sûrement des trahisons. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'est que je n'allais pas réussir à entrer dans l'intrigue. Ce qui m'a le plus dérangé avec ce roman, c'est triste, mais c'est le style de l'auteur. Il écrit des phrases à rallonge. Et je dis ça vraiment sans exagérer. Je pense que la plupart de ces phrases font au minimum 4 lignes. Genre, vraiment, sans exagérer, 4 lignes. Et je pense que 4 lignes, c'est dans le meilleur des cas.
Du coup, tu te retrouves avec des phrases qui comportent 2 idées, voire même plus, même si je pense que de manière générale, il y a souvent 2 idées et je comprenais même pas la raison pour laquelle il souhaitait que ces phrases soient aussi compliquées. Je sais qu'à l'origine, l'auteur, c'est un poète, mais lorsque je lisais les phrases du roman, j'avais même pas l'impression qu'il y avait une certaine mélodie, qu'il y avait une petite poésie dans les phrases. Non, c'était vraiment juste des phrases longues, c'est tout. Et à un moment, je me suis même dit: «Ça se trouve, c'est un problème de traduction». Peut-être que c'est juste en français que ça pose problème. Peut-être qu'en anglais, dans la langue d'origine du roman, tout se passe bien. Et en lisant des avis d'autres pays, de personnes anglophones, je me suis rendu compte qu'ils avaient le même problème que moi. Donc c'est un roman qui est verbeux et c'est même un roman qui est un petit peu pompeux. Voilà. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est que l'enquête a mis énormément de temps à démarrer. Il y a 300 pages entre la description des personnages, de leur présentation et le début de l'enquête. Sauf que 300 pages, en fait, pour démarrer, c'est juste énorme. Je ne comprends pas pourquoi il me fait traverser ça, cet auteur. Et durant ces 300 pages, j'ai plus perçu des scènes du quotidien des hommes politiques, des hommes influents du Nigeria. Et finalement, il y avait très peu de scènes où on pouvait percevoir un jeu de pouvoir entre eux ou des scènes où on les voit comploter. Si tu veux, pour résumer et un petit peu caricaturer, on sait que les personnages complotent, mais on n'a pas du tout accès à leur complot. Du coup, quand les 2 personnages principaux commencent leur enquête, quand ils commencent à se dire «Ouais, il faut faire des recherches, etc.», bah moi, j'ai abandonné. En fait, c'était trop pour moi. J'ai considéré que j'avais été patiente pendant 300 pages, voire même un petit peu plus de 300 pages. Et à un moment, je me suis juste avouée vaincue. J'ai dit: «C'est bon, tu ne prends pas le plaisir à lire ce livre, c'est pas grave. Abandonne, laisse-le tomber». Et ça m'a quand même fait un petit coup à l'ego parce que je voulais être le genre de meuf qui dit: «Oui, j'ai lu le dernier roman du prix Nobel de la littérature et c'était incroyable». Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Bref, la question est: est-ce qu'il faut éviter de lire les chroniques du pays des gens les plus heureux du monde, titre extrêmement long, ou est-ce qu'il faut lui laisser sa chance? Donc j'ai vu des avis positifs sur ce livre qui pointaient les mêmes éléments négatifs que moi. Ça signifie que malgré ses défauts, ce livre peut et a déjà trouvé son public. Donc mon conseil, ce serait de connaître ses goûts littéraires et surtout de connaître les limites de ce qu'on peut accepter. Je me répète parce que les thèmes du roman sont quand même intéressants. On parle de corruption et de rester intègre quand ses collègues sont corrompus. Et il y a des passages qui sont vraiment très drôles, il y a des personnages qui ont du répondant. Mais dans mon cas, en fait, ça n'a pas tout fait. Ça ne fait vraiment pas tout. Moi, je suis une personne qui est rapidement découragée par les pavés et j'ai besoin de savoir ce que l'auteur attend de moi. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à cerner avec ce roman. Donc ce roman, c'était une erreur de parcours pour moi. Mais si tu aimes les constructions lentes et que tu aimes les longues phrases dignes d'un prix Nobel, peut-être que tu dois lui laisser sa chance. Donc, j'ai parlé d'un pavé qui m'a laissé sceptique, mais maintenant je vais parler d'un pavé que j'ai beaucoup aimé. J'ai nommé Autant des damnés et des bénis de Ayobami Adebayo. C'est un roman qui se déroule au Nigeria et qui va suivre le point de vue de 2 personnages. D'un côté, on a Eniolia, un adolescent de 16 ans dont la famille a sombré petit à petit dans l'extrême pauvreté. C'est assez douloureux à voir, notamment parce que tu vois qu'à moins d'être très riche, personne n'est à l'abri de se retrouver dans la situation dans laquelle Eniolia et sa famille se retrouvent. Donc, pour faire court, son père était professeur, il a perdu son poste, il n'arrive pas à retrouver de travail et donc ils vont vivre sur leurs économies. Mais à un moment, il n'y a plus d'argent et là, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on commence ce livre, ils n'ont plus d'argent, donc ils essaient de savoir comment gérer cette situation. C'est d'autant plus compliqué que Eniolia et sa sœur sont dans un établissement qui est privé, donc tous les semestres, leurs parents doivent se débrouiller pour trouver assez d'argent pour leur payer leurs frais de scolarité. Et je pense que c'est important de le préciser parce que je vois les gens se dire « mais pourquoi ils sont dans le privé s'ils n'ont pas d'argent ?» En fait, le truc, c'est qu'ils pourraient aller dans le public, c'est possible, mais l'enseignement public est de mauvaise qualité, donc leurs parents veulent absolument les laisser dans le privé pour leur assurer un avenir. Et pour que ce soit super, méga, ultra clair, même si Eniolia et sa sœur
sont dans le privé, ils passent leur journée avec un seul repas dans l'estomac. Donc vraiment, leur situation, c'est pas du tout la joie. Le deuxième personnage principal, c'est Yuraola. Je suis persuadée que je prononce mal son prénom, mais depuis que je lis le livre, c'est comme ça que je le dis. Et Yuraola, c'est une jeune étudiante en médecine. Elle est vraiment l'exact opposé de Enolia parce qu'elle vient d'une famille qui est riche et influente et elle n'a jamais manqué de rien. En fait, si on n'avait pas son point de vue un chapitre sur deux, on pourrait vraiment penser que Yorala, elle a la vie parfaite. On pourrait penser que elle a pas de problème. Parce que c'est une étudiante qui est excellente, elle est indépendante, elle est très proche de sa famille, elle est proche de son copain. Donc, en soi, on pourrait dire que tout va bien dans sa vie. Sauf que Yoraola, elle a le syndrome de la fille parfaite. Elle veut pas décevoir les gens, euh, elle veut décevoir personne. En fait, elle veut faire les choses vraiment très très bien, ce qui lui procure 10 000 pressions de la part de sa famille, mais également de la société. Alors, à côté des problèmes d'Enolia, on pourrait se dire que vraiment Yoraola, elle a des problèmes de riche, mais je trouve que la comparaison entre les deux personnes, elle est vraiment extrêmement bien faite. Parce que d'un côté, on a Enolia qui est jugé et il est malmené aussi par la société parce qu'il est pauvre. Littéralement, il y a une scène, cette scène-là, elle est horrible, j'étais en mode faut que j'aille me laver, parce que la première scène, Enolia, il se fait cracher dessus, parce que son père n'a pas pu payer un journal, genre le truc humiliation totale dans la rue, enfin bref. Et de l'autre côté, on a Yuraola qui a peur de faire un mauvais pas et de faire honte à sa famille. Donc en fait, les deux personnages, ils sont dans des situations différentes, mais ils sont tous les deux bloqués dans quelque chose qui les dépasse. Donc autant des damnés et des bénis, c'est un roman qui va parler de déclassement social, de santé mentale, de pression familiale et de violence aussi, des violences qui sont acceptées entre guillemets par la société et de celles qu'on cache encore. Et on ne parle pas de tous ces problèmes, de tous ces sujets de manière frontale. Je pense notamment au sujet de la santé mentale qu'on aborde à travers le personnage du père d'Eniola. Et j'apprécie particulièrement la façon dont on parle de son père, dont on parle de la santé mentale de son père, parce qu'en fait, le mot santé mentale n'est jamais dit. Par contre, on décrit l'état d'esprit de son père et on voit très très bien, sans trop forcer, que ce monsieur est au fond du gouffre. Mais au lieu de se concentrer sur la santé mentale de son père, on va se concentrer sur l'impact de la santé mentale du père sur le reste de la famille. Donc, comment il ménage le père, comment il tente de provoquer une réaction chez lui, ou sinon l'impact que la santé mentale du père a sur la santé mentale du reste de la famille. Et aussi, comment ça atteint ses limites, parce que c'est bien d'être patient, de ménager les gens, mais on a notre propre sensibilité et des fois, on peut également s'énerver. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon moyen de sensibiliser au sujet. Et je trouve aussi que les scènes étaient assez floues et assez précises à la fois pour qu'on puisse s'y projeter et se demander si on n'avait pas déjà vécu une situation qui était plus ou moins similaire sans s'en rendre compte. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et à l'heure à laquelle le soleil se couche aussi, il me reste moins de 200 pages à lire et je suis totalement captivée par ma lecture. J'ai envie de savoir si la colère d'Eniolia va s'apaiser, si il va avoir aussi son happy end, parce que je m'attends pas à ce qu'il gagne à l'euro million, je sais pas quoi, et qu'il devienne riche, mais j'ai quand même envie de voir si sa famille et lui vont arriver à avoir une certaine stabilité, à sortir de la précarité, parce que voilà, il faut me donner une fin, quoi. Et j'espère aussi que Yuraola, elle va trouver un moyen de partager ses craintes avec quelqu'un en qui elle a confiance et qu'elle arrivera à prendre confiance en elle. Bref, comme tu peux le voir, je suis investie comme jamais dans ma lecture. On arrive à la fin de la vidéo. Comme je disais tout à l'heure, c'est ma dernière vidéo sur la rentrée littéraire de 2023 et je sais pas si tu l'as remarqué, mais il n'y a plus de points lecture sur ma chaîne. La raison, elle est assez simple, c'est que le format tel que je le proposais ne me plaisait plus du tout. Donc je prenais plus de plaisir à faire des points lecture, à les filmer, à les monter, à les regarder. Enfin bref, il n'y a plus rien qui me plaisait. Donc j'ai essayé de réinventer le format. Et maintenant, mes points lecture sont sur le podcast Daily des livres. Donc, c'est sur un format un petit peu plus court, un épisode par semaine. Et pour l'instant, ça me plaît. Donc, on va voir ce que ça va donner. À l'heure à laquelle tu vois cette vidéo, il y a déjà 10 épisodes
peut-être même 11 qui seront disponibles. Et dans le cadre de la rentrée littéraire, j'ai lu 4 autres romans. Donc chaque jeudi du mois d'octobre, je te donnerai mon avis sur un roman. Donc pour ne pas les rater, je t'invite à t'abonner au podcast Daily des livres sur ta plateforme de podcast préférée. Bref, on arrive à la fin de la vidéo pour de bon. Dis-moi si tu as lu l'un des 3 livres que je t'ai présentés ou si l'un de ces livres te fait envie. Et si tu sais pas quoi dire, je t'invite à mettre en commentaire l'emoji pingouin parce que c'est le plus mignon des emojis. Bref, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!